Les lumières des fêtes scintillaient sur chaque surface du domaine des Blake. Des lustres en cristal projetaient des reflets dorés sur les sols en marbre, et un sapin de Noël de 4 mètres se dressait dans le grand hall, drapé de rubans blancs et d'ornements en verre. La musique d'un quatuor à cordes jouait dans un coin. C'était élégant, joyeux et bien trop bruyant. Eleanor Queen se tenait au bord de la pièce, ses cheveux blonds attachés souplement en arrière, ses mains jointes devant sa robe d'uniforme sombre. C'était son premier jour en tant que nouvelle gouvernante. Elle avait été briefée quelques heures plus tôt seulement. Observer. Être discrète. Ne s'impliquer dans rien pendant la fête. Les instructions étaient claires, mais ses yeux ne cessaient de dériver vers la fenêtre du coin. Là, à peine visible dans le chaos des paillettes, des rires et des coupes de champagne, était assise une petite fille dans une robe de tulle rose. Ses jambes étaient repliées sous elle, son dos contre le mur, ses mains tournant une boule à neige en plastique en cercle lent et mesuré. Personne ne la regardait, ni les serveurs, ni les invités, pas même le personnel de maison qui s'affairait autour d'elle. Maëlle Blake, 6 ans, autiste non-verbal, fille de l'hôte, Romain Blake, le PDG de Hartwell et Blake Intérieur. Éléonore prit une profonde inspiration, s'éloignant du bar où on lui avait demandé de se tenir, juste au cas où. Elle se déplaça prudemment à travers la pièce, se faufilant entre des conversations sur les parts de marché et les lancements de nouveaux produits, son attention fixée sur l'enfant près de la fenêtre. Quand elle atteignit Maëlle, elle s'accroupit lentement. « Bonjour », dit-elle doucement, prenant soin de ne pas la surprendre. Maëlle ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur les paillettes tourbillonnant dans la boule à neige. « Je suis Éléonore », continua-t-elle. « Je viens de commencer aujourd'hui. Puis-je m'asseoir avec toi ?» Toujours rien, mais la petite fille ne s'éloigna pas non plus. Éléonore s'assit à côté d'elle sur le sol, imitant sa posture, laissant le silence s'installer autour d'elle. La musique enfla en arrière-plan. Les violons poursuivant les flûtes dans un medley étourdissant. Maëlle tressaillit. Éléonore le remarqua. « Trop fort ?» demanda-t-elle gentiment, puis secoua la tête, se souvenant que Maëlle pourrait ne pas répondre. Au lieu de cela, elle observa les mains de la fillette, des doigts délicats se déplaçant en rythme avec la rotation de la boule. Alors que la chanson passait à une valse, Éléonore se déplaça légèrement. Elle tendit la main. « Danse avec moi. » Maëlle ne parla pas. Ses yeux se levèrent brièvement, croisant ceux d'Éléonore avant de s'en détourner. Ses doigts s'arrêtèrent de bouger. Pendant un instant, il sembla que rien ne se passerait. Puis Maëlle plaça sa petite main dans celle d'Éléonore. Éléonore se leva lentement, guidant Maëlle pour qu'elle se mette debout. La fillette vacilla, incertaine, mais ne retira pas sa main. Avec la boule à neige maintenant blottie sous un bras, elle laissa Éléonore la conduire dans un doux balancement d'avant en arrière. Pas de pas, juste du mouvement. Elles se déplacèrent près du bord du rassemblement, d'abord inaperçues. Éléonore gardait ses pas légers, son visage doux et encourageant. Maëlle ne souriait pas, mais elle suivait le mouvement. 1, 2, 1, 2. Quelqu'un jeta un coup d'œil, puis un autre. Le quatuor continuait de jouer, mais la conversation commença à s'estomper, remplacée par un silence subtil. Les invités se tournèrent pour regarder. Même le personnel de service s'arrêta en plein milieu de leur tâche. En haut de l'escalier de marbre, Romain Blake se tenait immobile. Un verre de whisky pendait mollement de ses doigts. Son costume sur mesure captait la lumière, mais son expression était indéchiffrable, figée, le souffle coupé. Son regard était fixé sur le duo en bas. Sa fille, dansant. Cela faisait 3 ans qu'il ne l'avait pas vue répondre à quelqu'un en dehors de la thérapie. Depuis qu'elle avait pris la main d'une inconnue, depuis qu'elle avait semblé presque contente. Il serra le verre plus fort, ravalant la boule dans sa gorge. Autour de lui, des murmures s'élevèrent. Est-ce que c'est sa fille? Je ne pensais pas qu'elle pouvait. Mais Éléonore ne remarqua rien. Elle était trop concentrée sur Maëlle, adaptant ses mouvements, surveillant ses yeux pour tout signe d'inconfort, s'ajustant avec soin. Maëlle commença à tourner légèrement, imitant une pirouette, serrant la boule à neige contre sa poitrine. Éléonore l'imita à nouveau. Une douce rotation, 2. Puis Maëlle s'arrêta, se pressant contre le flanc d'Éléonore, sa main toujours agrippée. Éléonore s'agenouilla une fois de plus, lissant une mèche de cheveux derrière l'oreille de Maëlle. « Tu as été formidable », murmura-t-elle. Romain expira. Pendant une brève seconde, quelque chose changea en lui. Pas en tant que PDG, pas en tant qu'homme que tout le monde admirait ou craignait, mais en tant que père. Il n'avait pas de mots, juste de l'émerveillement, et peut-être pour la première fois depuis longtemps, de l'espoir. Il avait dépensé des fortunes en spécialistes, en thérapie de pointe, en équipement sensoriel qui prenait la poussière dans une pièce à l'étage.
Il avait lu des dizaines de livres, écouté des conférences, tout cela pour essayer de percer le mystère de sa propre fille. Et maintenant, une femme qu'il avait engagée moins de 12 heures auparavant avait accompli plus en 5 minutes avec un simple geste que toutes les armées de professionnels qu'il avait déployées. Il sentit une vague de confusion le submerger, mêlée à une gratitude si intense qu'elle lui faisait mal. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il savait que c'était un tournant. La musique s'arrêta, et un silence s'installa avant que les applaudissements polis ne reprennent, mais l'atmosphère de la pièce avait changé. L'épicentre du monde, pour un instant, n'était plus le PDG et son empire, mais une petite fille en robe rose et sa nouvelle gouvernante, assises tranquillement sur le sol en marbre, comme si elles étaient dans leur propre bulle de silence et de compréhension. Éléonore était assise au bord de l'îlot de cuisine le lendemain matin, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaude, attendant la conversation inévitable qui mettrait fin à son très court emploi. Elle avait enfreint une règle claire. Elle s'était approchée de Maëlle Blake, l'avait touché, l'avait encouragé à danser. La gouvernante principale, Madame Landry, l'avait prévenue avant la fête, n'essayez pas de créer de liens. Ne dépassez pas les limites. N'interférez pas, mais au lieu d'un licenciement, c'est Romain Blake lui-même qui entra dans la cuisine. Il avait la même apparence que la nuit précédente. Costume impeccable, émotion cachée sous des lignes nettes et un silence étudié. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De la curiosité, peut-être. Une question non formulée. « Mademoiselle Queen », commença-t-il, sa voix basse et stable. « Je veux vous poser une question sur hier soir. » Éléonore se leva, prête à se défendre. « Je suis désolé si j'ai dépassé les limites. J'ai juste pensé. »« Vous n'avez pas, » interrompit Romain. Il fit une pause, comme s'il cherchait ses mots, un spectacle rare pour un homme connu pour son éloquence tranchante. « Je veux juste comprendre, » continua-t-il, s'approchant, son regard concentré. « Qu'avez-vous fait pour la faire réagir ?» Éléonore cligna des yeux. La question la désarma. Elle s'attendait à de la colère, pas à une véritable enquête. « Je n'ai rien fait pour la faire réagir. Je l'ai juste remarqué. » Romain ne dit rien. Son expression était indéchiffrable, mais il ne détourna pas le regard. « Je me suis assise à côté d'elle, » expliqua Éléonore plus. Doucement, j'ai imité sa posture, j'ai attendu. Je n'attendais rien. Je lui ai offert ma main, c'est tout. Elle l'a prise, dit Romain, comme s'il essayait encore de se convaincre que cela s'était produit. Elle a dansé pendant un petit moment. Éléonore hocha la tête. Oui, elle l'a fait. Romain croisa les bras, s'appuyant contre le comptoir. Son ton devint plus distant, presque clinique. Nous avons eu tous les spécialistes. Des comportementalistes, des ergothérapeutes, des orthophonistes. Des tests, des programmes, des graphiques sans fin. Rien de tel ne s'est jamais produit auparavant. Peut-être, dit Éléonore avec précaution, choisissant ses mots avec le soin d'un diplomate naviguant en terrain miné, qu'ils essayaient de réparer la mauvaise chose. Romain la regarda vivement, un éclair de son autorité habituelle traversant son visage. « Pardon. Je veux juste dire, » continua-t-elle, ne reculant pas, que peut-être Maëlle n'est pas cassée. Peut-être que le monde qui l'entoure est juste trop bruyant, trop rapide, trop lumineux. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'être changée. Peut-être qu'elle a besoin que le monde vienne à sa rencontre là où elle est. Il ne dit rien, mais sa mâchoire se contracta légèrement. « Je sais comment ça sonne, » ajouta-t-elle. « Mais si au lieu d'essayer de la tirer dans notre monde, nous ajustions le nôtre pour qu'il corresponde au sien ?» Romain se redressa. « Ce n'est pas ce qu'on m'a appris. »« Non, » convint Éléonore. « Parce que la plupart des livres sur l'éducation des enfants et des manuels pour PDG sont écrits pour des systèmes typiques. Pas pour celui-ci. » Il laissa échapper un lent soupir et baissa les yeux sur le sol en marbre, silencieux. Plus tard dans la journée, Maëlle entra dans le petit salon pendant qu'Éléonore pliait du linge. La petite fille ne parla pas, mais ses yeux suivirent les mains d'Éléonore alors qu'elle créait des ombres chinoises sur le mur avec le soleil qui filtrait par les fenêtres. Un papillon, un lapin. Maëlle s'assit à côté d'elle. Puis elle sourit. Ce soir-là, lorsque Romain rentra d'une réunion, il trouva Maëlle assise par terre à côté d'Éléonore, leurs doigts emmêlés dans un jeu silencieux d'imitation. Éléonore bougeait sa main. Maëlle l'imitait. Éléonore applaudit doucement. Maëlle suivit. Romain observa depuis l'embrasure de la porte, sans un mot. Cette nuit-là, Maëlle s'endormit plus vite que d'habitude. Elle n'eut pas besoin de la couverture lestée. Ne fit pas les 100 pas dans sa chambre. Le lendemain matin, Romain trouva Éléonore dans le hall d'entrée. « Je veux vous offrir le poste à long terme, » dit-il, sa voix ne laissant aucune place à l'argumentation. Éléonore hésita.
Son contrat était temporaire. Une autre famille l'attendait en Normandie pour janvier. « Je vous remercie, dit-elle, mais j'ai… » Une main se glissa dans la sienne. Petite, chaude. Maëlle. Elle leva les yeux vers Éléonore, les yeux grands ouverts, puis ouvrit la bouche. Sa voix était à peine un murmure, presque un souffle. « Reste. » Le souffle de Romain se coupa. Éléonore baissa les yeux sur la petite main dans la sienne et hocha la tête. L'accord était scellé, non par un contrat, mais par un seul mot qui pesait plus lourd que n'importe quelle signature. Éléonore n'a jamais traité Maëlle comme un projet. Elle n'apportait pas de fiches de travail ou de cartes mémoire disposées en rangées bien ordonnées. Elle ne demandait pas à Maëlle de performer ou de répéter des mots pour obtenir son approbation. Au lieu de cela, elle se déplaçait dans le monde à ses côtés avec patience, quiétude et respect. Elle remarquait ce que Maëlle remarquait. Le scintillement de la lumière sur un verre d'eau, le silence qui s'installait lorsque le vent passait à travers les arbres, la manière subtile dont Maëlle commençait à se balancer lorsqu'une chanson avait le bon rythme. Lent, stable, sûr. Leurs journées devinrent de petits rituels. Le matin, une musique douce jouait pendant qu'elles appariaient des cartes montrant des émotions, des couleurs et des lieux. Éléonore en tenait une en l'air, et Maëlle la touchait si elle correspondait à son humeur. Certains jours, elle tapotait « calme » ou « bleu ». D'autres jours, elle ne tapotait rien du tout. C'était bien aussi. Les soirées amenaient la lumière du soleil qui se déversait sur le sol. Maëlle bougeait ses épaules au rythme des fredonnements d'Éléonore. Ce n'était pas tout à fait de la danse, mais c'était une connexion. Romain se tenait souvent dans le couloir, à observer. Il apprenait encore, craignant toujours de faire quelque chose de mal. Puis vint l'épisode de l'hypermarché. C'était un samedi après-midi. Romain avait proposé de se joindre à elle pour aider, avait-il dit. Éléonore sourit, touchée par l'effort. Maëlle ne protesta pas, ce qui était un progrès. Le magasin était plus bondé que prévu. La musique de Noël tonitruait au-dessus de leur tête, se mêlant au bip des scanners et au fracas métallique des chariots. Au début, Maëlle resta près d'Éléonore, agrippant sa main avec les deux siennes. Sa robe rose dépassait de son manteau, la même qu'elle insistait pour porter malgré le froid. Éléonore lui avait attaché un ruban lavande dans sa queue de cheval ce matin-là, et il tremblait à chaque mouvement. Dans le rayon 4, une décoration de Noël clignotante s'alluma. Puis, les haut-parleurs se déchaînèrent à plein volume, diffusant une chanson de Noël criarde. Maëlle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis elle haleta. Un petit son brisé avant de se couvrir les oreilles. Ses genoux cédèrent et un cri perçant déchira l'air. Les gens se retournèrent. Une femme à proximité marmonna. « Oh là là !» Romain réagit instantanément, la voix sèche. « Maëlle, arrête. C'est bon. Arrête de pleurer. » Éléonore attrapa son bras, d'un geste stable mais ferme. « Ne faites pas ça, » murmura-t-elle. Il la dévisagea. Elle n'a jamais fait ça avant. « Si, » dit doucement Éléonore. « Juste pas devant vous. » Maëlle était recroquevillée sur le carrelage, se balançant d'avant en arrière, perdue dans la panique. Le son, la lumière et le mouvement se heurtaient jusqu'à ce que son monde s'effondre sur lui-même. C'était une implosion sensorielle, une surcharge si complète que son corps n'avait d'autre choix que de s'éteindre de cette manière violente. C'était une pure terreur, et le voir se dérouler sur le sol froid et public d'un magasin était une chose qu'Éléonore avait vue trop de fois. Elle sentit les regards des autres clients comme des aiguilles, un mélange de pitié et d'agacement. Elle les ignora, son seul objectif étant l'enfant qui se désintégrait devant elle. Chaque fibre de son être était concentrée sur la création d'une encre pour Maëlle dans cette mer de chaos. « Faites quelque chose », siffla Romain, sa voix tendue par une panique qu'il ne pouvait plus dissimuler. Le PDG, habitué à tout contrôler, était complètement impuissant, et la frustration se lisait sur chaque ligne de son visage. « C'est ce que je fais », répondit calmement Éléonore. Elle s'agenouilla à côté de Maëlle, prenant soin de ne pas la toucher tout de suite. Elle s'assit simplement près d'elle, laissant Maëlle voir ses mains, ouvertes et non menaçantes. Pas de mouvement brusque. Puis, lentement, elle commença à fredonner la même mélodie, basse qu'elles utilisaient chaque soir près de la fenêtre. C'était un air simple, sans parole, une vibration apaisante qui signalait la sécurité et la fin de la journée. « Asseyez-vous », dit doucement Éléonore à Romain, sa voix un murmure à côté de lui, pas au-dessus de lui. Romain hésita, son corps rigide d'incertitude. S'asseoir par terre, dans un hypermarché, alors que sa fille était en pleine crise, cela allait à l'encontre de tous ses instincts. Mais le regard d'Éléonore était inébranlable. Il s'accroupit, ses genoux craquant. Dans son pantalon cher. Elle ne fait pas un caprice,
murmura Éléonore, son attention toujours partagée entre le père et la fille. Son cerveau est submergé. Nous devons aider son corps à se sentir en sécurité. La distinction était cruciale, et Romain sentit quelque chose s'éclaircir en lui. Ce n'était pas un acte de défi. C'était une panne de système. « Que dois-je faire » demanda-t-il, sa propre voix à peine plus qu'un souffle. Baissez la voix. Synchronisez votre respiration avec la sienne. Touchez son dos doucement. Ici. Une pression constante. Romain suivit ses instructions à la lettre. Sa main trembla une fois en touchant le petit dos de Maël, puis se stabilisa. Au début, Maël ne réagit pas, son corps toujours tendu par la crise. Puis, lentement, comme une fleur se tournant vers un rayon de soleil inattendu, elle se pencha vers lui. Ses mains glissèrent de ses oreilles. Les cris cessèrent, remplacés par des sanglots étouffés. Elle pressa son front contre sa poitrine. Ses bras se refermèrent autour d'elle, un geste instinctif, protecteur, qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire depuis si longtemps. Éléonore expira doucement, restant à proximité, une gardienne silencieuse de ce moment fragile. Quand Maël releva enfin la tête, les yeux encore humides, elle regarda Éléonore. « Maison » murmura-t-elle, le mot un fil de son dans le bruit ambiant du magasin. Éléonore hocha la tête. « Oui, mon cœur. Allons à la maison. » Ils laissèrent le chariot plein derrière eux et sortirent dans le froid. De retour à la voiture, Romain attacha Maël dans son siège auto avec un soin tremblant. Elle serrait sa boule à neige contre son manteau, épuisée mais calme. Romain ferma la portière et resta dehors un long moment. L'air hivernal lui mordait le visage, mais il ne bougeait pas. Finalement, il se tourna vers Éléonore. Sa voix était basse, presque brisée. Je n'en avais aucune idée. Éléonore croisa son regard, son ton doux mais ferme. Vous n'étiez pas censé le savoir. Pas encore. Vous avez essayé de la faire entrer dans votre monde. Il déglutit difficilement, regardant à travers la vitre de la voiture sa fille, qui traçait maintenant des motifs sur la buée. Et elle me demande, termina doucement Éléonore pour lui, d'apprendre le sien. Ce moment fut un tournant. L'abandon du chariot de course était symbolique. Il abandonnait ses attentes, ses méthodes, sa vision de ce que la normalité devait être. Il laissait derrière lui une vie de course précipitée et d'efficacité pour entrer dans un monde où le temps ralentissait, où le silence était une communication et où le succès se mesurait non pas en liste de tâches accomplies, mais en moments de calme retrouvés. Romain Blake n'était pas un homme qui apprenait lentement. Il avait bâti une entreprise de plusieurs millions d'euros à partir de rien, négocié dans des salles de conseil avec confiance et clarté. Mais être parent, un vrai parent connecté et attentif, était quelque chose de complètement différent. Il suivait maintenant attentivement les conseils d'Éléonore. Il apprit à donner à Maël des choix visuels simples, une image de sa chemise rouge ou de sa chemise bleue au lieu d'un ordre vague comme « habille-toi ». Il faisait une pause plus longue après avoir posé une question, résistant à l'envie de se répéter trop vite. Éléonore lui avait appris que Maël avait souvent besoin de plus de temps pour traiter l'information. Et il arrêta de dire « Regarde-moi quand je te parle ». À la place, il s'agenouillait à son niveau, utilisait un ton calme et une présence douce. Il ne s'agissait pas de faire en sorte que Maël s'adapte. Il s'agissait pour lui d'apprendre à la rencontrer là où elle était. Les progrès étaient lents mais indéniables. Maël cherchait sa main plus souvent. Elle commençait à fredonner quand il entrait dans une pièce. Des notes silencieuses, sans mélodie, mais Éléonore disait que c'était sa façon de marquer la sécurité. Elle ne fredonne pas pour n'importe qui, avait-elle dit un matin au petit déjeuner. C'est une connexion. Romain avait regardé sa fille, qui alignait des crayons de couleur dans un ordre parfait. Son cœur s'était serré de la manière la plus tendre et la plus inconnue qui soit. Mais alors que Maël s'ouvrait, Romain commença à remarquer autre chose. Éléonore. Ce n'était pas seulement sa patience ou son intuition. Il y avait parfois une lourdeur en elle, un silence qui s'accrochait à ses épaules quand personne ne regardait. Il l'avait surprise une fois, debout près de la fenêtre du salon, les yeux dans le vague, les lèvres bougeant légèrement comme si elle comptait dans sa tête. Quand elle l'avait remarqué, elle avait souri rapidement et s'était affairée avec les cartes mémoire de Maël. Romain n'insista pas. Pas encore. Un soir, Maël s'était endormi tôt après une journée complète dans la salle de jeux sensoriels qu'Éléonore avait aidé à concevoir dans l'aile des invités. Romain passa devant la chambre de Maël et entendit une faible musique s'échapper de la bibliothèque. Il suivit le son. À l'intérieur, il trouva Éléonore recroquevillée sur le canapé de lecture, un livre non ouvert à côté d'elle. Ses yeux étaient humides. Son téléphone reposait sur la coudoir, jouant doucement une version berceuse de « Ah ». Vous direz-je, maman. Elle ne le vit pas tout de suite.
Elle l'a chanté ce soir, murmura Éléonore, sentant finalement sa présence. Maëlle. À peine plus qu'un murmure, mais elle a chanté avec moi. Romain entra dans la pièce. C'est une première. Éléonore hocha la tête, essuyant une larme avec sa manche. Oui, une grande première. Il y eut un long silence. Puis elle ajouta, presque trop bas pour être entendue, ma petite sœur chantait ça. Elle aussi avait des retards de développement, mais nous ne comprenions pas à l'époque. Mes parents disaient qu'elle s'en remettrait. Ils ne m'ont pas écouté. Romain s'assit à côté d'elle sans parler. Elle est décédée quand elle avait 7 ans. Une crise d'épilepsie au milieu de la nuit. Ils ont dit que cela aurait peut-être pu être évité si elle avait eu plus de soutien médical. Une intervention précoce. Je suis tellement désolé, dit-il doucement. J'essayais de faire pour elle ce que je fais maintenant pour Maëlle, continua Éléonore, la voix tremblante. Mais je n'étais qu'une enfant. Je ne savais pas comment. Elle fit une pause, secouant la tête. Je crois que c'est pour ça que je fais ça, admit-elle. Pas seulement comme un travail. J'entre dans ces maisons et je vois des enfants qui sont comme elle, mais qui ne sont pas elle. Et je continue d'espérer que si j'en aide assez, une partie d'elle est encore en vie. La gorge de Romain se serra. Vous n'aidez pas seulement Maëlle, dit-il, la voix basse. Vous m'aidez moi aussi. Il tendit la main et posa doucement une main sur son épaule. Elle ne se retira pas. Pendant un long moment, ils restèrent assis là, deux personnes portant plus de chagrin qu'elles n'en avaient jamais exprimé à voix haute, liées maintenant par une enfant en robe rose et une berceuse qui résonnait encore dans leurs deux mémoires. Dehors, la neige commença à tomber doucement contre les fenêtres. À l'intérieur, quelque chose de plus silencieux commençait à dégeler. La confession d'Éléonore avait ouvert une porte entre eux, révélant la source profonde de sa compassion et de sa patience extraordinaire. Ce n'était pas seulement une compétence professionnelle. C'était une mission personnelle, une façon de racheter une impuissance passée. Romain comprit alors que son dévouement envers Maëlle était aussi un hommage à sa sœur perdue, Sophie. Cette révélation le toucha profondément, lui faisant réaliser que la douleur et l'amour étaient inextricablement liés dans le cœur de cette femme remarquable. Éléonore était assise à la table de la cuisine, dessinant sur un bloc-notes tandis que la vapeur s'élevait de son thé intact. Maëlle était dans la pièce voisine, arrangeant tranquillement des flocons de neige en feutre sur la fenêtre. C'était une semaine avant Noël, et le domaine des Blake était déjà drapé de lumière blanche et de guirlandes qui scintillaient dans les couloirs. Mais Maëlle détestait ça. Elle tressaillait aux lumières clignotantes. Elle criait quand quelqu'un branchait le Père Noël automatisé qui dansait et chantait près de la porte d'entrée. Et elle s'était cachée sous la table lorsque le diffuseur de parfum à la cannelle s'était mis en marche ce matin-là. Éléonore avait essayé d'expliquer au personnel, mais la tradition festive semblait l'emporter sur la compréhension. Alors maintenant, elle écrivait une nouvelle tradition. Quand Romain entra dans la cuisine, Éléonore leva les yeux. « Je veux faire quelque chose de différent », dit-elle en tapotant son bloc-notes. « Pour Noël. » Il haussa un sourcil. « Différent comment ?»« Un Noël à faible stimulation sensorielle, » répondit-elle. « Des lumières sur variateur. Pas de musique avec des cloches ou des carillons. Pas d'odeurs envahissantes. Juste des choses neutres et calmes. Un petit sapin. Moins de gens. Pas de surprise. » Romain croisa les bras. Ce n'est pas Noël. C'est un mardi avec des décorations. Son ton était sec, teinté de la résistance d'un homme qui s'accrochait aux derniers vestiges de la normalité qu'il avait connue. Noël avait toujours été un spectacle dans cette maison, un événement de relations publiques autant qu'une fête de famille, remplie d'invités importants et d'opulence. L'idée de le réduire à un murmure lui semblait être une concession de plus, une autre partie de sa vie cédée au diagnostic de sa fille. Éléonore croisa son regard, calme mais ferme. Ce serait le Noël de Maëlle. Il ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers la machine à café, un geste habituel pour gagner du temps. « Je comprends que le monde doive s'adapter, » dit-il finalement, le dos tourné. « Mais j'ai l'impression de tout dépouiller pour simplifier les choses. »« Non, » dit doucement Éléonore. « Vous ne simplifiez pas les choses. Vous les rendez possibles. » Elle tourna le bloc-notes vers lui. Dessus, un simple dessin d'un minuscule sapin, une étoile en papier, et 3 silhouettes assises par terre en dessous. Pas de foule, pas de chaos, dit-elle. Juste la paix, la sécurité, la joie. Selon ses termes. Plus tard dans la nuit, Romain remarqua Maëlle recroquevillée près de la cheminée, les mains sur les oreilles alors que la chaîne stéréo jouait une playlist de jingles de Noël. La musique n'était pas forte selon les normes habituelles, mais pour Maëlle, c'était trop. Son corps tout entier tremblait. Il s'agenouilla à côté d'elle, éteignit la musique et murmura « C'est bon, ma chérie.
On va baisser le son. Le lendemain matin, le grand sapin du hall fut discrètement enlevé et remplacé par un petit pin de 60 cm dans la salle de jeu de Maël. Il ne sentait que très légèrement le bois de pin. Éléonore aida Maël à enfiler des guirlandes faites à la main de fil et de perles de bois. Elles suspendirent de 12 guirlandes lumineuses jaunes qui ne clignotaient pas. Maël fredonnait pendant qu'elle travaillait, calme et concentrée. La veille de Noël, Romain hésita devant la porte de la salle de jeu. Il portait un pull en cachemire au lieu d'un costume. Dans sa main, il tenait une boîte emballée dans du papier craft avec le nom de Maël écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur de la pièce, Éléonore et Maël étaient assises en tailleur devant le petit sapin. Une version instrumentale douce de « Douce nuit » jouait. Pas de voix, pas de transition brusque, juste la mélodie. Maël tenait l'étoile en papier qu'elles avaient fabriquée ensemble plus tôt dans la semaine. Elle se mit lentement sur la pointe des pieds, tandis qu'Éléonore la stabilisait par derrière. Avec une concentration tranquille, Maël plaça l'étoile au sommet du sapin. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle se tourna, regarda son père et sourit. C'était un petit sourire, presque un secret, mais Romain le sentit comme un coup de tonnerre. Il entra, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Puis-je me joindre à vous ?» Maël hocha la tête une fois et tendit la main. Il la prit. Les trois s'assirent ensemble sur le tapis. Pas de fanfare, pas de bruit, seulement de la chaleur. Romain tendit à Maël le paquet brun. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une douce écharpe rose avec son nom brodé dans le coin. « Tu aimes ?» demanda Romain. Maël regarda Éléonore, puis son père, et murmura « chaud ». La poitrine de Romain se serra. Il hocha la tête. « Oui, chaud. » Cette nuit-là, le manoir des Blake était plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été pendant les fêtes, mais pour la première fois, on avait vraiment l'impression que c'était Noël. Le silence n'était pas un vide, mais une présence, un espace rempli de compréhension et d'une joie douce et discrète qui valait plus que tous les grands rassemblements bruyants du passé. La cuisine sentait légèrement la vanille et la fleur d'oranger, avec la lumière du soleil qui se déversait sur le sol carrelé. Romain était assis au long comptoir, les manches retroussées, regardant Maël aligner soigneusement des emporte-pièces en forme d'étoile, de sapin et de lune. Éléonore se tenait à proximité, hochant la tête avec encouragement, mais sans intervenir. Sur la table, il y avait un guide visuel plastifié, des images montrant chaque étape de la pâtisserie, mélanger, étaler, couper, cuire, refroidir. C'était l'idée d'Éléonore, et Maël l'avait adoptée instantanément, la structure visuelle lui offrant une feuille de route claire qui apaisait son anxiété. « D'accord », dit doucement Romain, sa voix ayant perdu son tranchant habituel pour adopter une cadence plus douce. « Quelle est la prochaine étape ?» Maël pointa la troisième image, celle qui montrait une main pressant un emporte-pièce dans la pâte. « Étoile », dit-elle, le mot clair et distinct. Romain sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « L'étoile, donc. » Il la laissa presser l'emporte-pièce dans la pâte. Elle frétilla légèrement de plaisir en voyant la forme émerger, nette et précise. Romain résista à l'envie d'applaudir ou de parler trop fort. Au lieu de cela, il lui offrit un pouce levé silencieux. Maël le lui rendit, un large sourire illuminant son visage. C'était encore surprenant de voir à quel point les choses avaient changé en si peu de temps. Il apprenait. Il ne remplissait plus le silence d'instruction. Il attendait. Il offrait des choix. Il apprenait le rythme de Maël, ses signaux, sa façon de dire assez sans parler. Plus tard dans la soirée, le feu crépitait doucement dans la cheminée du salon familial. L'aire de jeu de Maël était faiblement éclairée, avec ses peluches préférées alignées sur le tapis. Romain était assis en tailleur sur le canapé, un livre à la main, tandis qu'Éléonore observait depuis le fauteuil. Ils avaient trouvé un rythme aussi, Romain et Éléonore. Ils n'en parlaient presque pas, mais leurs regards s'attardaient plus longtemps maintenant, leur sourire était plus doux. Il y avait quelque chose de non dit qui prenait racine entre eux, tendre et stable. « Ah, vous direz-je » demanda Maël, tendant le livre de contes familiers. Elle hésita, puis fit un petit signe de tête. Éléonore se pencha et baissa encore plus la lumière, comme Maël préférait. Le monde s'adoucit. Romain lut lentement, gardant son ton stable et calme. Maël se rapprocha sur le tapis, serrant son écharpe rose, le cadeau de Noël qu'elle ne quittait que rarement. Quand il tourna la dernière page, Maël le regarda un long moment. Puis, sans qu'on le lui demande, elle grimpa sur le canapé. Romain se figea. Maël grimpa sur ses genoux, ses jambes se recroquevillant à côté de lui comme si elle avait toujours eu sa place là. Elle posa sa tête sur sa poitrine et murmura quelque chose si doucement que Romain n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Papa, pas fort. » « Il ne parle pas. »
Il enroula simplement ses bras autour d'elle aussi doucement que possible. Le livre glissa de ses genoux et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Éléonore, assise en face d'eux, sentit sa gorge se nouer. Romain appuya sa joue contre les cheveux dorés de Maëlle, clignant rapidement des yeux. « Je sais, ma chérie, » murmura-t-il, retenant à peine sa voix. « Pas fort. Je t'entends. » Des larmes glissèrent sur ses joues. Pendant tout ce temps, il avait essayé de la réparer, avec des rendez-vous, des spécialistes, des stratégies. Il avait parlé et parlé, essayant de l'atteindre, mais il ne l'avait jamais vraiment entendu. Pas comme ça. Éléonore essuya ses propres yeux. Elle avait été témoin de nombreux moments avec des enfants comme Maëlle, mais peu d'aussi brutes que celui-ci. Romain, un homme autrefois consumé par le contrôle et la logique, était maintenant assis dans une immobilité totale, laissant sa fille le guider. Ce n'était pas spectaculaire, pas bruyant, mais c'était tout. Plus tard, après que Maëlle se fut endormie dans ses bras, Romain la porta à l'étage. Éléonore le suivit tranquillement, éteignant les lumières derrière eux. Il déposa Maëlle dans son lit, remonta les couvertures sur elle, puis resta un long moment au bord de la chambre, la regardant simplement respirer. Quand il se tourna pour partir, Éléonore le rejoignit dans le couloir. « Elle vous aime, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit-il, la voix rauque. « Je crois qu'elle l'a toujours fait. Je ne lui ai juste jamais donné le silence pour le dire. » Ils restèrent là un instant de plus, la douce veilleuse projetant une lueur dorée entre eux. Aucun autre mot n'était nécessaire. Le silence qu'il lui avait enfin offert lui était revenu sous la forme de l'amour le plus pur, et cette simple vérité le transforma plus profondément que n'importe quel succès professionnel. Tout a commencé par quelque chose de petit, d'anodin. Madame Landry, l'ancienne gouvernante en chef qui avait pris sa retraite quelques mois auparavant, passa à la résidence des Blake par un après-midi pluvieux pour déposer une carte de Noël. Elle adorait Maëlle et la considérait presque comme sa petite fille. Quand elle vit l'installation de Noël à faible stimulation sensorielle, les douces lumières dorées, le petit sapin en papier mâché, et Maëlle souriant dans sa robe rose tout en faisant tourner une guirlande de perles entre ses doigts, elle fut profondément émue. Discrètement, elle enregistra un court clip sur son téléphone. Plus tard dans la soirée, elle le publia sur son profil de réseau social, une plateforme qu'elle utilisait principalement pour partager des photos de ses petits-enfants et de ses recettes. Elle ajouta une légende simple, « Le plus doux Noël que j'ai jamais vu ». Cette petite fille n'avait pas besoin de bruit, juste d'amour. La vidéo devint virale du jour au lendemain. Au début, les commentaires étaient chaleureux et positifs. Des inconnus étaient touchés par la joie de Maëlle, par la beauté tranquille de la pièce, par Éléonore fredonnant doucement en arrière-plan alors que Maëlle tournait sous une guirlande d'étoiles en papier. Puis, comme c'est souvent le cas sur Internet, le vent tourna. Le contre-coup arriva. Quel genre de PDG organise un Noël comme ça? Est-ce que Romain Blake élève une poupée de porcelaine? Cet homme dirige une entreprise d'1 milliard d'euros. Des blogs parentaux débattirent. Des titres de presse économique suivirent. Trop mou pour diriger? À l'intérieur de la vie privée de Romain Blake. Le Noël du PDG Blake soulève des questions sur son leadership. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Romain était assis en bout de table, la cravate desserrée, les yeux fatigués. Autour de lui, les regards étaient prudents, presque apitoyés. « Romain, nous savons que votre fille a des besoins spéciaux », commença prudemment un membre du conseil, un homme du nom de Gérard Dubois, qui le connaissait depuis 20 ans. Mais cela affecte la confiance des investisseurs. Vos choix personnels se confondent avec l'image de la marque, ajouta une autre, une femme élégante nommée Hélène. L'image compte. Quelle image? Demanda Romain, sa voix égale et dangereusement calme. Un troisième membre du conseil, plus jeune et plus agressif, tapota sur une tablette. Celle-ci, dit-il en montrant le clip viral. Cela nous donne l'air faible, sentimental, distrait. Les marchés n'aiment pas la sentimentalité. Nous proposons une solution, dit Dubois, reprenant la parole d'un ton conciliant. Il existe un programme résidentiel très respecté en Suisse. Maëlle recevrait des soins professionnels à plein temps, et votre image, votre concentration, seraient restaurées. Romain se leva lentement. Sa voix était basse, mais ferme, résonnant dans le silence de la salle de conférence. J'ai bâti cette entreprise à partir d'un garage avec 2 employés et un toit qui fuyait. J'ai renoncé à des anniversaires, à des week-ends, à mon mariage, à tout pour cette marque. Et maintenant, vous me dites que parce que j'ai offert à ma fille un Noël qui ne l'a pas submergée, je suis inapte à diriger? Silence. Elle n'est pas un passif, continua Romain. C'est une enfant. Et si cette entreprise ne peut pas accepter qu'elle ait besoin de lumière douce et de musique calme pour se sentir en sécurité,
alors peut-être que je n'ai pas besoin de cette entreprise. Il posa un document sur la table polie. Ma démission. Effective immédiatement. Et il sortit, laissant derrière lui une salle remplie d'hommes et de femmes abasourdis. Ce soir-là, Éléonore le trouva sur la terrasse arrière, le manteau ouvert, la neige s'accrochant à ses épaules. Maëlle dormait à l'étage, blottie sous sa couverture lestée, inconsciente de la tempête qui se déroulait en bas. « Vous êtes vraiment parti ?» dit doucement Éléonore. « Je devais le faire. » Romain la regarda, les yeux fatigués mais clairs. « Elle a besoin de savoir que je la choisirai toujours. Pas seulement quand personne ne regarde, mais quand tout le monde regarde. »« Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-elle. « Je ne sais pas ce qui va suivre, » admit-il. « J'ai passé ma vie à construire un monde basé sur l'image, et maintenant, je veux juste être son père. » Éléonore s'avança. Elle prit sa main. « Vous l'êtes déjà. » La neige dérivait tranquillement autour d'eux. À l'intérieur, les lumières étaient douces, l'air calme. Maëlle dormait paisiblement, entourée de l'amour silencieux d'une maison faite juste pour elle. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, Romain Blake eut l'impression d'avoir construit quelque chose qui comptait vraiment. La veille du Nouvel An enveloppa Lyon d'un silence feutré. La neige tombait en douce spirale devant la fenêtre, alors qu'Éléonore se tenait tranquillement dans l'embrasure de la chambre de Maëlle. La petite fille était allongée, recroquevillée sous une couverture, les joues roses de l'excitation de la journée, sa robe rose froissée par le jeu, une main agrippant son lapin en peluche préférée. Demain, le contrat de gouvernante prendrait fin. Sa valise était faite, rangée discrètement dans sa chambre. Pas de papier de renouvellement, pas de promesse. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue. Elle avait non seulement aidé Maëlle, mais elle avait aussi guidé Romain vers un chemin qu'il n'aurait jamais trouvé seul. Sa mission semblait accomplie. Elle se tourna pour partir, le cœur lourd d'une tristesse qu'elle ne s'autorisait pas à nommer. Mais alors qu'elle atteignait le haut de l'escalier, Romain l'attendait. Il se tenait sur la marche du bas, vêtu d'un pull sombre, tenant une écharpe dans une main, ne disant rien, hochant seulement la tête une fois vers la porte arrière. Dehors, le jardin brillait sous de douces lumières dorées. Pas de scintillement, pas de flash vif, juste une chaleur constante et apaisante. Au centre se dressait un petit sapin de Noël construit à partir de livres empilés et enroulé de douces guirlandes lumineuses. C'était quelque chose que Maëlle et Éléonore avaient créé ensemble lors d'après-midi tranquilles. Au sommet de l'arbre se trouvait une boule à neige en verre. À l'intérieur, une minuscule figurine de fille tournoyait dans un tutu rose. Romain s'approcha, souleva délicatement la boule à neige et la tendit à Éléonore. « Maëlle dit que c'est sa préférée, » murmura-t-il. « Parce qu'elle bouge sans faire de bruit. » Éléonore sourit faiblement, essuyant un flocon de neige du verre. « Elle voulait que vous l'ayez, » ajouta doucement Romain. Elle ouvrit la boule. Il n'y avait pas de bague à l'intérieur. Pas de grand geste romantique cliché, juste un petit morceau de papier plié à l'intérieur. Des lettres enfantines y étaient griffonnées. « Reste. » Le souffle d'Éléonore se coupa. C'était le même mot qu'au début, mais cette fois, il portait le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Romain se rapprocha. « Je pensais qu'être père signifiait apprendre à son enfant à s'adapter au monde, » dit-il. « Mais vous m'avez appris. Il s'agit de remodeler le monde pour qu'elle puisse y vivre en sécurité. » Sa voix était basse, stable. « Vous n'avez pas seulement changé Maëlle. Vous m'avez changé moi. Et si j'ai assez de chance, » son regard rencontra le sien, chaleureux et sans défense maintenant, « j'aimerais continuer à construire cette vie, mais pas seul. » Les yeux d'Éléonore s'emplirent de larmes, ses lèvres tremblaient. « Romain, je... » Il secoua doucement la tête. « Vous n'avez rien à dire ce soir. Sachez simplement que la porte est ouverte. Et dans cette maison, si quelque chose ressemble à une famille, c'est avec vous dedans. » Elle s'avança, doucement, glissant sa main dans la sienne. Pas un baiser, pas une déclaration, juste une main tenue fermement dans le froid, en disant plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Derrière eux, des bruits de pas légers se firent entendre sur la terrasse. Maëlle, pieds nus, toujours dans sa robe rose, ses boucles ébouriffées par le sommeil, s'approchait d'eux. Elle ne dit rien, tendit simplement les deux bras et posa une main sur celle d'Éléonore, l'autre sur celle de Romain. Les trois se tinrent ainsi, enveloppés de silence. Puis, sans signal, Maëlle commença à se balancer doucement. Son petit corps bougeait au rythme de son propre cœur. Doux et lent. Éléonore suivit. Puis Romain. Ensemble, sous l'arbre de livres et les lumières douces, dans le silence de la neige qui tombait. Ils dansèrent. Pas de musique, pas d'instruction, juste trois bougeant comme un seul être. Personne ne le dit à voix haute, mais quelque chose avait changé. Une famille autrefois brisée par le deuil,
autrefois séparés par la peur et l'incompréhension, avaient trouvé un rythme. C'était imparfait. C'était silencieux, mais c'était le leur. Et alors que la neige continuait de tomber, et que la nouvelle année attendait juste après minuit, Romain regarda Éléonore, puis Maël entre eux, et murmura « Merci de rester ». Il n'avait besoin de rien d'autre. Pas ce soir. Seulement la chaleur de main tenue sous les étoiles d'hiver et la promesse d'un foyer reconstruit non par la perfection, mais par un amour qui écoute et un amour qui apprend. Le chemin à parcourir serait sans doute semé d'embûches, mais pour la première fois, ils n'étaient plus seuls pour y faire face. Ils étaient trois, une constellation silencieuse et solide, prête à affronter l'avenir, un pas doux et mesuré à la fois. Le lendemain matin, le premier jour de la nouvelle année, une lumière pâle et propre filtrait à travers les grandes fenêtres du salon. La neige fraîchement tombée étouffait tous les sons du monde extérieur, créant une bulle de tranquillité à l'intérieur du domaine. Éléonore se réveilla avec une sensation de clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La décision de rester n'avait pas été une décision, mais une reconnaissance de ce qui était déjà vrai. C'était sa maison maintenant. Ces gens étaient sa famille. Elle descendit les escaliers et trouva Romain déjà dans la cuisine, non pas en costume, mais en jean et en pull, en train de préparer des crêpes. L'odeur de beurre et de sucre flottait dans l'air. Maël était assise à la table, non pas en train d'aligner des objets, mais en dessinant avec une concentration intense sur une grande feuille de papier. « Bonjour », dit doucement Romain, son sourire semblant moins étranger sur son visage. « Bonjour », répondit Éléonore, son propre sourire venant sans effort. Elle s'approcha pour voir le dessin de Maël. C'était une représentation simple mais claire de la scène de la nuit précédente. 3 silhouettes se tenant la main sous un arbre fait de rectangles colorés, avec des points blancs tombant tout autour d'eux. Au-dessus de la tête de chaque silhouette, Maël avait dessiné une étoile jaune. C'était son langage, sa façon de documenter la joie, de capturer un moment de pure connexion. Éléonore sentit une bouffée de chaleur l'envahir. Plus tard dans la journée, alors que Maël faisait la sieste, Romain et Éléonore s'assirent dans la bibliothèque, une tasse de thé fumant entre eux. Le silence n'était plus tendu ou incertain. Il était confortable, rempli de possibilités. « J'ai reçu un appel ce matin », dit Romain, rompant le silence. « De Gérard Dubois, du conseil d'administration. Ils veulent me rencontrer. Ils parlent de « reconsidérer » ma démission. » Éléonore le regarda, attendant. « Et qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais pas encore, » admit-il. « Une partie de moi veut leur dire d'aller au diable. Mais cette entreprise, c'est l'œuvre de ma vie. Et je pense que je pourrais la diriger différemment maintenant. » Il fit une pause, regardant par la fenêtre la neige immaculée. « J'ai passé des années à compartimenter ma vie. Le PDG impitoyable ici, le père défaillant là-bas. Mais ce qui s'est passé avec Maël m'a appris que la force ne réside pas dans la dureté. Elle réside dans l'adaptabilité, dans l'écoute. Peut-être qu'une entreprise peut aussi apprendre à écouter. Vous pourriez y intégrer un programme pour les employés ayant des enfants aux besoins spéciaux, suggéra doucement Éléonore. Créer des espaces de travail plus flexibles, plus compréhensifs. Romain la regarda, un nouveau respect brillant dans ses yeux. C'est exactement ça à quoi je pensais. Utiliser la plateforme, non pas pour projeter une image de force sans faille, mais pour montrer qu'on peut réussir tout en étant humain, tout en étant vulnérable. C'était une renaissance, non seulement pour lui en tant que père, mais aussi pour lui en tant que leader. La crise qu'il avait presque brisée était devenue le catalyseur de sa plus grande transformation. Il n'allait pas simplement retourner à son ancienne vie. Il allait en construire une nouvelle, une qui intégrait toutes les parties de lui-même, une qui était guidée non pas par l'ambition pure, mais par un but plus profond. La semaine suivante, il accepta de rencontrer le conseil. Mais ce n'était pas le même homme qui avait quitté la salle de conférence avec colère. Il entra avec une assurance tranquille, non pas pour plaider sa cause, mais pour exposer ses nouvelles conditions. Il parla de Maël, non pas comme une faiblesse, mais comme sa plus grande enseignante. Il présenta un plan pour une nouvelle initiative d'entreprise axée sur le soutien aux familles et la neurodiversité au travail. Certains membres du conseil étaient sceptiques, mais la plupart furent émus par son authenticité et sa vision. Ils le réintégrèrent, non pas malgré sa situation familiale, mais grâce à elle. Romain Blake était devenu un leader plus complet, plus empathique et paradoxalement, plus fort que jamais. De retour à la maison ce soir-là, il trouva Éléonore et Maël dans la salle de jeu, construisant une tour de blocs sensoriels. Maël plaça le dernier bloc au sommet, puis se tourna vers son père et applaudit doucement. C'était une célébration silencieuse, non seulement de la tour, mais de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Un foyer, une famille, un avenir. Les semaines se transformèrent en mois. Le printemps arriva,
faisant fondre la neige et révélant les premiers bourgeons verts dans le jardin du domaine. La vie de la famille Blake s'installa dans un nouveau rythme, un rythme dicté non pas par les horaires d'entreprise ou les exigences sociales, mais par les besoins et les joies de Maël. Romain, fidèle à sa parole, commença à transformer la culture de son entreprise. Il lança l'initiative Blake, un programme complet offrant des horaires de travail flexibles, des ressources en santé mentale et un soutien spécialisé pour les employés s'occupant de membres de leur famille ayant des besoins spéciaux. L'histoire de sa démission et de sa réintégration, maintenant encadrée par cette nouvelle vision, devint un sujet d'admiration dans le monde des affaires, un exemple de leadership moderne et humain. À la maison, les changements étaient plus silencieux mais tout aussi profonds. La grande salle de bal, autrefois utilisée pour des fêtes d'entreprise extravagantes, fut transformée en un incroyable espace d'art et de musique pour Maël. Des murs furent recouverts de tableaux blancs pour qu'elle puisse dessiner à sa guise, et un piano à queue fut placé dans un coin, non pas pour des récitals, mais pour que Maël puisse explorer les sons en tapotant doucement les touches quand l'envie lui en prenait. Éléonore n'était plus simplement la gouvernante. Elle était une partenaire à part entière dans la création de cette nouvelle vie. Elle et Romain prenaient toutes les décisions ensemble, qu'il s'agisse du menu de la semaine ou de la planification de l'avenir éducatif de Maël. Leur relation s'était approfondie, passant d'un respect mutuel à une affection tendre et indéniable. C'était une romance lente, construite sur des conversations silencieuses, des regards partagés par-dessus la tête de Maël, et la simple joie de construire quelque chose de beau ensemble. Un samedi après-midi ensoleillé, ils étaient tous les trois dans le jardin. Éléonore avait aidé Maël à planter un petit potager sensoriel, rempli d'herbes parfumées comme la menthe et le romarin, et de plantes aux textures intéressantes comme l'oreille d'agneau douce et veloutée. Maël était accroupi, laissant la terre fraîche couler entre ses doigts, un léger sourire aux lèvres. Romain, assis sur un banc à proximité, lisait le journal, mais ses yeux revenaient sans cesse sur elle et Éléonore. Il les regardait, la femme qui lui avait appris à écouter et l'enfant qui lui avait donné quelque chose qui valait la peine d'être écouté, et il se sentait submergé par un sentiment de paix. « Éléonore, » dit-il, sa voix douce. Elle leva les yeux de son travail de jardinage, une petite tache de terre sur la joue. « Oui. » « Épouse-moi. » La question flotta dans l'air, simple, directe et absolument certaine. Ce n'était pas une grande déclaration passionnée, mais une affirmation tranquille d'une vérité qui était devenue évidente pour eux deux. Éléonore ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Maël, qui fredonnait maintenant en arrosant une petite plante de basilic. Elle regarda la maison derrière eux, qui était devenue un sanctuaire de calme et d'amour. Elle regarda l'homme sur le banc, dont les yeux ne contenaient plus l'ombre d'un doute ou d'une peur, seulement une invitation ouverte et sincère. Elle se leva, s'approcha de lui, s'agenouilla devant le banc et prit ses mains dans les siennes. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui. » À ce moment-là, Maël se leva aussi. Elle s'approcha d'eux, tenant dans sa main un petit caillou lisse et gris qu'elle avait trouvé dans la terre. Elle le regarda, puis regarda ses parents, leurs mains jointes. Comprenant à sa manière intuitive que quelque chose d'important se passait, elle plaça délicatement le caillou au sommet de leurs mains jointes, comme un sceau. C'était son approbation, son cadeau. Ils restèrent ainsi un long moment, tous les trois, leurs mains unies par un simple caillou, leurs cœurs unis par bien plus. Le soleil filtrait à travers les feuilles des chênes centenaires, et pour la première fois, l'avenir ne semblait pas être un territoire inconnu à conquérir, mais un chemin familier et accueillant à parcourir ensemble. Le mariage fut tout ce que leur Noël était devenu, petit, intime et parfaitement adapté à leur famille. Ils se marièrent dans le jardin du domaine, sous le grand chêne où Romain avait fait sa demande. Il n'y avait qu'une poignée d'invités, quelques amis proches, la famille d'Éléonore et Madame Landry, qui pleura silencieusement de joie pendant toute la cérémonie. Maël était la demoiselle d'honneur. Elle ne portait pas sa robe rose habituelle, mais une nouvelle robe bleu pâle, de la couleur du ciel de ce jour-là, qu'elle avait choisie elle-même. Elle ne portait pas de bouquet de fleurs, dont l'odeur aurait pu la submerger, mais tenait à la place sa boule à neige préférée, celle avec la danseuse à l'intérieur. Au lieu d'une marche nuptiale jouée par un orchestre, un doux morceau de piano instrumental, l'un des favoris de Maël, flottait dans l'air. Quand vint le moment d'échanger les vœux, Romain se tourna d'abord vers Éléonore. « Éléonore, » commença-t-il, sa voix pleine d'émotion, « tu es entrée dans ma maison comme une employée, mais tu es rapidement devenue son cœur. Tu m'as appris que la vraie force n'est pas dans le contrôle, mais dans la connexion. Tu m'as appris à être un père. Tu m'as appris à être un homme meilleur. Je promets de passer le reste de ma vie à écouter, à apprendre et à construire un monde sûr et aimant pour toi et pour Maël. Je t'aime. » Puis Éléonore prit ses mains. « Romain, je suis venu ici en pensant que j'allais t'aider un enfant, mais j'ai trouvé une famille. Tu m'as montré ce que signifie faire des sacrifices par amour, et tu as ouvert ton cœur et ta maison non seulement à ta fille, mais aussi à moi.
Je promets de toujours être ta partenaire, de chérir notre silence autant que nos conversations et d'aimer notre famille avec tout ce que je suis. Je t'aime. Après avoir échangé leurs alliances, le célébrant se tourna vers Maël. Et toi, Maël, acceptes-tu cette nouvelle famille? Maël regarda sa mère, puis son père. Elle s'avança et, sans un mot, les serra tous les deux dans ses bras en même temps. Ce fut la réponse la plus éloquente possible. La réception qui suivit ne fut pas une fête bruyante, mais un long et paisible déjeuner sous les arbres. Il y avait des couvertures sur l'herbe, un buffet de plats simples et délicieux, et des jeux calmes pour Maël. Plus tard, alors que le soleil commençait à descendre, Romain se leva et tapa doucement sur son verre. « Je voudrais juste dire une chose, » commença-t-il, regardant sa nouvelle femme et sa fille. « Pendant longtemps, j'ai pensé que le bonheur était quelque chose que l'on poursuivait, quelque chose de grand et de bruyant. Mais j'ai appris que le vrai bonheur est souvent silencieux. C'est le bruit d'une petite fille qui fredonne, la chaleur d'une main dans la vôtre, la paix d'être simplement ensemble. Merci à tous d'être ici pour partager ce bonheur silencieux avec nous aujourd'hui. » Alors que la soirée s'achevait, Éléonore trouva Maël assise seule sur une balançoire, regardant les étoiles commencer à apparaître. Elle s'assit sur la balançoire à côté d'elle. « Tu es heureuse, mon cœur ?» demanda doucement Éléonore. Maël se balança doucement pendant un moment, puis arrêta la balançoire et se tourna vers sa mère. Elle pointa du doigt Éléonore, puis elle-même, puis l'endroit où Romain se tenait sur la terrasse. Elle joignit ensuite ses mains, entrelaçant ses doigts. Ensemble, murmura-t-elle. « Oui, mon amour, » dit Éléonore, les larmes aux yeux. « Ensemble. » C'était la conclusion parfaite d'un chapitre et le début d'un autre. L'histoire n'était pas celle d'une gouvernante qui avait sauvé une famille, mais celle de 3 personnes qui s'étaient sauvées les unes les autres, apprenant que l'amour le plus profond ne crie pas son nom, mais le murmure dans la tranquillité d'un foyer enfin complet. 1 an plus tard, l'automne peignait les feuilles des arbres du domaine en teintes d'or et de pourpre. La vie avait trouvé une douce routine. Romain partageait son temps entre son travail, où sa nouvelle approche du leadership continuait de faire des vagues positives, et sa maison, qui restait son sanctuaire. Éléonore, en plus de s'occuper de Maël, avait commencé à travailler comme consultante à temps partiel, aidant d'autres familles à créer des environnements à faible stimulation sensorielle pour leurs enfants. Elle utilisait son expérience et son intuition pour apporter la paix dans d'autres foyers, trouvant un épanouissement immense dans ce travail. Maël, maintenant âgée de 7 ans, s'épanouissait. Elle avait commencé à fréquenter une petite école spécialisée quelques matinées par semaine, où elle apprenait à son propre rythme. Ses mots étaient encore rares et choisis, mais ses moyens de communication s'étaient multipliés. Elle utilisait une tablette avec des icônes pour exprimer des besoins complexes, elle dessinait des histoires entières, et sa danse était devenue une forme d'expression joyeuse et libre. Un samedi après-midi, Romain entra dans le salon et s'arrêta sur le seuil, frappé par la scène qui s'offrait à lui. Éléonore était assise par terre, le dos appuyé contre le canapé, lisant un livre. Maël était allongé sur le tapis, sa tête reposant sur les genoux d'Éléonore, assemblant un puzzle complexe avec une concentration sereine. Une musique classique douce jouait en fond sonore. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cette scène, et pourtant, pour Romain, elle contenait l'univers entier. C'était la paix. C'était le foyer. C'était tout ce pourquoi il avait risqué de tout perdre, et tout ce qu'il avait gagné en retour. Il entra dans la pièce et s'assit par terre à côté d'elle, posant simplement sa main sur l'épaule d'Éléonore. Elle leva les yeux de son livre et lui sourit. Maël, sans lever les yeux de son puzzle, tendit une main en arrière et la posa sur la jambe de son père, un geste simple de reconnaissance et d'affection. Ils restèrent ainsi un moment, un triangle de calme et de contentement. Plus tard dans la soirée, après que Maël fut couché, Romain et Éléonore étaient assis sur la terrasse, enveloppés dans des couvertures, regardant la lune se lever. « Tu te souviens de cette première nuit ?» demanda Romain. « La fête de Noël. » Éléonore sourit dans l'obscurité. « Comment pourrais-je l'oublier ? J'étais sûr que j'allais être renvoyé le lendemain matin. »« J'y ai pensé, » admit Romain, pendant environ 30 secondes. Et puis j'ai réalisé que je venais d'être témoin d'une sorte de miracle, et que j'étais un idiot si je le laissais partir. Il prit sa main. « Tu as sauvé ma fille, Éléonore. »« Non, » corrigea-t-elle doucement. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait juste besoin d'être comprise. Nous nous sommes tous sauvés les uns les autres, je crois. Ils restèrent silencieux, écoutant le bruissement des feuilles dans le vent. L'histoire de leur famille n'était pas un conte de fées avec une fin heureuse et parfaite. C'était une histoire réelle, avec ses défis continus, ses moments de doute et ses petites victoires quotidiennes. Mais c'était une histoire ancrée dans un amour si profond et si patient qu'il pouvait surmonter n'importe quelle tempête. Au-dessus d'eux,
Les étoiles brillaient dans le ciel d'encre. L'une d'elles semblait briller un peu plus fort que les autres. Éléonore pensa à sa sœur, Sophie, et sentit une vague de paix l'envahir. Elle n'avait pas pu lui offrir cette vie, mais elle avait pu en construire une pour Maël. Et en faisant cela, elle avait guéri une partie d'elle-même qu'elle pensait briser à jamais. Romain serra sa main plus fort, comme s'il lisait dans ses pensées. Il n'avait pas besoin de mots. Leur voyage avait commencé par une danse silencieuse et se poursuivait dans une compréhension tout aussi silencieuse. Ils avaient appris le langage le plus important de tous, celui du cœur. Et dans le calme de leur monde soigneusement construit, ils parlaient plus fort que n'importe quel son. Le temps continua de s'écouler, tissant le fil de leur vie en une tapisserie riche et complexe. Maël grandissait, et avec elle, sa confiance et sa capacité à naviguer dans un monde qui n'était pas toujours conçu pour elle. Elle développa une passion pour l'astronomie, passant des heures avec Romain et un télescope dans le jardin, pointant les constellations et apprenant leurs noms. Les étoiles, silencieuses et prévisibles dans leur danse céleste, la fascinaient. Elle commença même à dessiner des cartes du ciel complexe, son souci du détail trouvant un exutoire parfait dans la cartographie des galaxies. La relation entre Romain et Éléonore s'approfondit également, s'installant dans un partenariat facile et solide. Ils apprirent à anticiper les besoins de l'autre, à se soutenir mutuellement dans leurs projets respectifs et à trouver de la joie dans les moments les plus simples. Leurs soirées étaient souvent passées dans la bibliothèque, non pas à parler, mais simplement à être ensemble, lisant ou écoutant de la musique, leur présence mutuelle étant un réconfort suffisant. Un jour, Éléonore reçut une lettre d'une maison d'édition. Un article de magazine avait été écrit sur l'initiative Blake et mentionnait son rôle de consultante et l'approche unique qu'elle avait développée pour Maël. L'éditeur lui proposait d'écrire un livre, un guide pour les parents d'enfants neurodivergents, axé non pas sur la correction des comportements, mais sur la création d'un environnement de compréhension et d'acceptation. L'idée la terrifiait et l'excitait à la fois. « Je ne suis pas une écrivaine », dit-elle à Romain, la lettre tremblant dans sa main. « Tu n'as pas besoin d'être une écrivaine », répondit-il, posant ses mains sur ses épaules. « Tu as juste besoin de raconter ton histoire. Notre histoire. Les gens ont besoin d'entendre ce que tu as à dire. Tu as un don, Éléonore. Il est temps de le partager. » Avec son soutien, elle accepta. Le processus d'écriture fut un voyage en soi. Elle se replongea dans ses souvenirs, non seulement de Maël, mais aussi de sa sœur Sophie. Écrire sur son passé fut douloureux, mais aussi incroyablement cathartique. Elle pleura des larmes qu'elle avait retenues pendant des décennies, et en mettant des mots sur sa douleur et son espoir, elle trouva une nouvelle forme de guérison. Romain fut son premier lecteur, son plus grand supporter, lisant chaque chapitre avec attention et lui offrant des encouragements constants. Maël participa également à sa manière, créant des illustrations pour accompagner les concepts qu'Éléonore décrivait, des dessins simples et beaux qui rendaient les idées abstraites concrètes et accessibles. Le livre, intitulé « Le langage du silence », Élever un enfant dans un monde bruyant, fut publié 2 ans plus tard. Il ne devint pas un best-seller international, mais il trouva son public. Il toucha des milliers de familles à travers le monde qui se sentaient isolées et incomprises. Des lettres et des courriels affluèrent, remerciant Éléonore d'avoir donné une voix à leur expérience, de leur avoir offert de l'espoir et des stratégies pratiques. Son travail, né de la douleur personnelle et de l'amour, avait créé une ondulation de changement bien au-delà des murs de leur domaine. Un soir, pour célébrer le succès du livre, Romain les emmena tous les 3 dans un observatoire de montagne, loin des lumières de la ville. Sous le dôme géant, Maël regarda à travers le puissant télescope, le souffle coupé par la vue des anneaux de Saturne. « C'est calme », murmura-t-elle, son œil collé à l'oculaire. Romain et Éléonore échangèrent un regard par-dessus sa tête. C'était le plus grand compliment qu'elle puisse faire. Plus tard, debout à l'extérieur sous la Voie lactée, Maël se tint entre eux, tenant leurs mains. Elle leva les yeux vers le ciel infini, puis vers eux. « Ma constellation », dit-elle doucement, en serrant leurs mains. C'était cela. Ils n'étaient pas des individus séparés, mais un système, une famille, naviguant ensemble dans l'immensité de la vie, se guidant mutuellement à travers l'obscurité grâce à la lumière constante de leur amour. Leur histoire n'avait pas commencé par des mots, mais par une danse, et elle se poursuivait maintenant, une orbite silencieuse et parfaite autour d'un centre commun, le foyer qu'ils avaient construit ensemble. Les années qui suivirent furent remplies de la douce mélodie de la vie ordinaire. Maël entra dans l'adolescence, une période qui peut être tumultueuse pour n'importe quel enfant, mais qui présentait des défis uniques pour elle. Cependant, la base solide de confiance et de communication qu'ils avaient construite lui permit de traverser cette période avec une grâce surprenante. Elle continua à exceller dans ses passions, remportant des prix dans des concours d'astronomie pour jeunes et développant un talent pour la programmation informatique, où la logique et la structure du code lui semblaient naturelles et apaisantes.
La maison changea avec elle. La salle de jeu sensorielle se transforma progressivement en un studio d'art et de technologie, rempli d'écrans d'ordinateurs, de télescopes et de toiles. Sa robe rose fut rangée, remplacée par des jeans confortables et des pulls doux, mais son écharpe rose, cadeau de son père pour ce premier Noël silencieux, restait pliée précieusement sur son lit. Romain et Éléonore vieillirent ensemble, leurs cheveux se parsemant de quelques fils d'argent, les lignes autour de leurs yeux se creusant de rire et de soucis partagés. Leur amour n'avait rien perdu de sa force. Il s'était simplement approfondi, devenant une présence aussi naturelle et essentielle que l'air qu'ils respiraient. Romain avait finalement cédé son poste de PDG, choisissant de rester au conseil d'administration comme président, un rôle qui lui permettait de guider l'entreprise sans le stress quotidien de la direction. Cela lui laissa plus de temps pour sa famille et pour un nouveau passe-temps, la menuiserie, où il trouvait une satisfaction tranquille à créer des objets beaux et fonctionnels avec ses mains. Le 18e anniversaire de Maëlle fut une affaire simple, comme elle le souhaitait. Pas de grande fête, mais un dîner avec la famille et quelques amis proches. Après le dîner, elle leur demanda de la rejoindre dans le jardin. Elle avait installé son plus grand télescope, pointé vers une partie spécifique du ciel. « Regardez », dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait jamais été. Un par un, ils regardèrent à travers l'oculaire. Romain vit d'abord d'une petite tache floue de lumière. « C'est une nébuleuse », dit-il. « Non », corrigea doucement Maëlle. « C'est une exoplanète. Je l'ai trouvée. » Elle avait passé l'année écoulée à analyser des données d'un projet de science citoyenne, et elle avait identifié une anomalie qui, après vérification par des astronomes professionnels, s'était révélée être une nouvelle planète en orbite autour d'une étoile lointaine. Ils étaient sans voix. Leur fille, la petite fille qui avait autrefois été submergée par le monde, était maintenant en train de le découvrir, d'en repousser les limites. Plus tard, alors que les invités étaient partis, Maëlle leur tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des formulaires d'inscription pour l'université, un programme prestigieux en astrophysique. « Je veux y aller », dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une déclaration. Éléonore sentit un mélange de fierté immense et de tristesse poignante. Son petit oiseau était prêt à voler. « Bien sûr que tu iras », dit Romain, sa voix rauque d'émotion. « Nous sommes si fiers de toi. » Cette nuit-là, Éléonore ne put trouver le sommeil. Elle descendit et trouva la boule à neige, celle de la première nuit, posée sur la cheminée. Elle la prit et la secoua doucement, regardant la danseuse tourner dans la tempête de paillettes. Romain la rejoignit, posant ses bras autour d'elle. « Elle va nous manquer », murmura-t-il. « Terriblement », répondit Éléonore. « Mais regarde ce que nous avons fait. Regarde qui elle est devenue. » Ils regardèrent par la fenêtre, vers le ciel où, quelque part dans l'immensité, une nouvelle planète portait officieusement le nom de sa découvreuse. Leur histoire avait commencé avec une petite fille perdue dans son propre monde. Maintenant, cette même fille était prête à conquérir de nouveaux mondes. L'amour, la patience et l'écoute n'avaient pas seulement créé une famille. Ils avaient permis à une étoile de trouver sa propre lumière et de briller de tout son éclat. Le jour du départ de Maëlle pour l'université fut à la fois déchirant et magnifique. Ils l'aidèrent à s'installer dans sa chambre de dortoir, une chambre simple qu'ils avaient aidé à adapter à ses besoins sensoriels, avec un éclairage réglable et des rideaux occultants. Elle déballa ses affaires avec une efficacité tranquille. Ses livres d'astrophysique, son ordinateur, et sur sa table de chevet, elle plaça 2 objets, une photo de ses parents le jour de leur mariage et la petite boule à neige. Le moment des adieux arriva. Éléonore la serra fort dans ses bras, essayant de mémoriser la sensation de sa fille dans ses bras. « Appelle-nous quand tu veux », murmura-t-elle, la gorge serrée. « Je sais », répondit Maëlle, la serrant en retour. Romain s'approcha ensuite. Il ne dit rien, mais son regard disait tout. Il lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa sur le front. Maëlle posa sa main sur sa joue. « Merci, papa », dit-elle, les mots clairs et pleins de sens. « Pour avoir appris. » Le trajet de retour fut silencieux. La maison semblait immense et vide sans elle. Cette nuit-là, Romain et Éléonore dînèrent seuls à la grande table de la cuisine pour la première fois depuis des années. Le silence n'était pas confortable, il était lourd de son absence. « Que allons-nous faire maintenant » demanda doucement Éléonore. Romain tendit la main et prit la sienne sur la table. « Nous allons apprendre à danser à nouveau, » dit-il. « Juste nous deux. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils redécouvrirent la vie en couple. Ils voyagèrent, visitant des endroits dont ils avaient toujours rêvé. Ils se lancèrent dans de nouveaux projets, transformant la chambre de Maëlle en une chambre d'amis et un bureau pour Éléonore. Ils trouvèrent un nouveau rythme, différent, plus lent, mais toujours ensemble. Maëlle s'épanouit à l'université. Elle était brillante,
Et bien que les aspects sociaux soient parfois difficiles, elle trouva sa place parmi un groupe de camarades partageant les mêmes idées, qu'il appréciait pour son intelligence et son point de vue unique. Elle appelait à la maison chaque semaine, racontant ses cours, ses découvertes, et parfois, juste pour écouter le son de leur voix. Des années passèrent. Maëlle obtint son diplôme avec les plus grands honneurs, puis son doctorat. Elle devint une astrophysicienne respectée, travaillant sur des projets qui repoussaient les frontières de la connaissance humaine. Un jour, une invitation arriva par la poste. Maëlle allait recevoir une prestigieuse récompense pour ses recherches. La cérémonie avait lieu dans un grand hall, rempli de scientifiques et d'universitaires. Romain et Éléonore étaient assis au premier rang, leur cœur débordant de fierté. Quand Maëlle monta sur scène pour accepter son prix, elle se tint devant le micro, regardant la foule. Pendant un instant, Éléonore retint son souffle, craignant que la pression ne soit trop forte. Mais Maëlle était calme et posée. « On me demande souvent comment je peux voir si clairement des choses si lointaines, des mondes que personne d'autre ne peut voir, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. « La vérité est que j'ai appris à voir dans le silence. On m'a appris que pour comprendre l'univers, il ne faut pas toujours crier plus fort, mais parfois, il faut simplement écouter plus attentivement. » Son regard trouva celui de ses parents dans la foule. « Cette récompense n'est pas seulement pour moi. Elle est pour les 2 personnes qui m'ont appris cela. Mon père, qui a remodelé son monde pour moi, et ma mère, qui m'a appris à danser avant même que je sache marcher. Merci. » Les applaudissements éclatèrent. Romain et Éléonore étaient tous deux en larmes. Leur voyage, qui avait commencé dans une salle de bal bondée avec une danse hésitante, s'achevait ici, sur une scène mondiale, avec la reconnaissance que leur amour silencieux avait créé quelque chose de vraiment extraordinaire. Ce soir-là, après la cérémonie, les 3 se promenèrent dans un parc voisin. Les lumières de la ville créaient une lueur orange dans le ciel, obscurcissant les étoiles. « Maman, papa, » dit Maëlle. Elle s'arrêta et leur tendit la main, une à chacun. « Dansez avec moi. » Et là, sous le ciel sans étoiles de la ville, ils dansèrent. Pas de musique, pas d'instruction, juste les 3 bougeant comme un seul être. Un père, une mère et leur fille, une constellation terrestre dont l'amour était plus brillant que n'importe quelle étoile. C'était un cercle complet, un retour au début, mais avec toute la sagesse et l'amour d'une vie entre les deux. Les années suivantes apportèrent de nouveaux chapitres. Maëlle rencontra quelqu'un, un collègue astrophysicien nommé Léo, un homme calme et patient qui comprenait son besoin d'espace et de silence, et qui était fasciné par la façon dont son esprit fonctionnait. Quand elle le présenta à Romain et Éléonore, ils virent immédiatement la gentillesse dans ses yeux et la façon dont il la regardait avec une admiration respectueuse. Leur mariage fut encore plus petit que celui de ses parents, une simple cérémonie à l'hôtel de ville avec seulement eux 4 comme témoins. Plus tard, Maëlle et Léo annoncèrent qu'ils attendaient un enfant. La nouvelle remplit Romain et Éléonore d'une joie immense. L'idée de devenir grands-parents était un cadeau inattendu. Quand leur petit-fils, Samuel, naquit, ce fut un nouveau commencement pour toute la famille. Samuel était un bébé souriant et facile, mais à mesure qu'il grandissait, il devint évident qu'il partageait certains traits de sa mère. Il était sensible aux bruits forts, avait besoin de routines prévisibles et communiquait souvent plus par des gestes et des expressions que par des mots. Mais cette fois, il n'y avait pas de peur ou d'incertitude. Il y avait de la connaissance, de l'expérience et un amour inconditionnel. Maëlle et Léo étaient des parents merveilleux, appliquant intuitivement toutes les leçons qu'elle avait apprises. Et Romain et Éléonore étaient là, une source de soutien et de sagesse. Ils regardaient Maëlle interagir avec son fils avec une patience et une compréhension qui leur étaient si familières, et leur cœur se sentait plein. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous au domaine, Éléonore observa une scène qui semblait être un écho du passé. Samuel, âgé de 3 ans, était assis par terre, fasciné par la façon dont la lumière du soleil créait des arcs-en-ciel à travers un prisme de cristal. Maëlle s'assit à côté de lui, non pas pour le déranger, mais simplement pour partager son émerveillement, imitant sa posture, exactement comme Éléonore l'avait fait avec elle tant d'années auparavant. Romain s'approcha et s'assit à côté d'Éléonore sur le canapé. Il prit sa main. « Regarde ça » murmura-t-il. « Le cercle se referme. » « Il ne se referme pas, » dit doucement Éléonore. « Il s'élargit. L'amour que nous avons créé ne fait que grandir. » L'héritage de cette première danse silencieuse n'était pas seulement une famille guérie. C'était une vague de compréhension qui se propageait à travers les générations, créant un espace sûr pour que chacun puisse être exactement qui il était. L'histoire n'était plus seulement la leur. Elle appartenait maintenant à Samuel et aux générations à venir. Ce soir-là, après que Maëlle, Léo et Samuel furent rentrés chez eux, Romain alluma un feu dans la cheminée. Lui et Éléonore s'assirent l'un à côté de l'autre,
regardant les flammes danser. « Je t'aime, » dit-il simplement, comme il le faisait tous les jours. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. Il n'y avait rien d'autre à dire. Leur vie était une tapisserie tissée de fils de silence, de patience et d'un amour qui avait changé le monde, un cœur à la fois. Et dans le crépitement silencieux du feu, ils savaient que leur danse n'était pas terminée. Elle continuerait, pour toujours, dans les vies qu'ils avaient touchées et dans l'amour qui les liait. Le temps, comme une rivière douce, continuait de couler, emportant avec lui les saisons. Le domaine des Blake, autrefois un symbole de richesse froide et de solitude, était devenu un havre de chaleur et de rire, surtout lorsque Samuel venait pour le week-end. Romain, les cheveux maintenant presque entièrement blancs, passait des heures à construire des modèles complexes de vaisseaux spatiaux avec son petit-fils, lui transmettant sa passion pour la création. Éléonore, quant à elle, lui lisait des histoires, non pas seulement avec des mots, mais avec des ombres chinoises projetées sur le mur, un langage visuel que Samuel comprenait parfaitement. Un jour, alors qu'il avait d'environ 5 ans, Samuel se promenait dans la bibliothèque et ses yeux tombèrent sur la boule à neige posée sur la cheminée. Il la prit avec précaution. « C'est qui » demanda-t-il, pointant la petite danseuse à l'intérieur. Maëlle, qui était entrée dans la pièce, s'agenouilla à côté de lui. « C'était moi, il y a très longtemps, » dit-elle doucement. « Et mamie m'a appris à danser. » Samuel regarda sa grand-mère, puis sa mère. « Danse, » dit-il, un ordre simple et clair. Maëlle sourit et tendit la main à Éléonore. Romain, qui avait observé la scène depuis le seuil, s'avança et tendit la sienne à Maëlle. Et Samuel, sans hésitation, prit la main de son grand-père. Les 4 formèrent un cercle au milieu de la bibliothèque. Sans musique, au son du tic-tac de la vieille horloge, ils commencèrent à se balancer doucement. Romain regarda Éléonore par-dessus les têtes de leur fille et de leur petit-fils, et ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. Tout était là, dans ce cercle. Le passé, le présent et l'avenir. La douleur et la guérison. La peur et l'amour. C'était l'aboutissement d'un voyage qui avait commencé par un acte de compassion d'une femme envers une petite fille solitaire. Cet acte avait déclenché une réaction en chaîne, transformant non seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qui les entouraient. L'héritage d'Éléonore n'était pas dans le livre qu'elle avait écrit ou dans les familles qu'elle avait conseillées, mais dans ce cercle de danse silencieuse. L'héritage de Romain n'était pas dans l'entreprise qu'il avait construite, mais dans sa capacité à apprendre à aimer différemment. Et l'héritage de Maëlle n'était pas dans les planètes qu'elle découvrirait, mais dans sa capacité à transmettre ce même amour à son propre fils. Alors qu'il se balançait, la lumière du soleil couchant filtrait à travers la fenêtre, projetant de longues ombres sur le sol. C'était une danse qui transcendait le temps, une histoire silencieuse racontée non pas avec des mots, mais avec des mains jointes et des cœurs battant à l'unisson. Et dans ce moment parfait et éternel, ils savaient que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, guidés par la douce musique de leur amour silencieux. Quelques années plus tard, Romain tomba malade. Ce fut une maladie courte mais agressive, qui le prit rapidement. Ses derniers jours se passèrent à la maison, dans la chambre qui donnait sur le jardin qu'il aimait tant. Éléonore ne le quitta pas d'une semelle, lui tenant la main, lui lisant, ou simplement assise en silence à ses côtés. Maëlle et Samuel venaient tous les jours. Un après-midi, alors qu'il était faible mais lucide, Romain fit signe à Éléonore de se pencher. « Pas de regret, » murmura-t-il, sa voix un fil. « Tu m'as donné la seule chose qui ait jamais compté. » Il regarda par la fenêtre, où Maëlle et Samuel arrosaient les plantes du potager. « Notre famille. » Il ferma les yeux et un léger sourire flotta sur ses lèvres. Il s'éteignit paisiblement cette nuit-là, dans son sommeil, la main d'Éléonore toujours dans la sienne. Le deuil fut une chose profonde et silencieuse. La maison semblait à nouveau vide, mais cette fois, le vide était rempli de souvenirs. Éléonore se sentait parfois perdue, mais elle n'était pas seule. Maëlle était son roc, s'occupant d'elle avec la même tendresse et la même compréhension qu'Éléonore lui avait montré toute sa vie. Samuel, avec son innocence enfantine, apportait des moments de lumière dans l'obscurité, lui rappelant que la vie continuait. Un mois après les funérailles, Éléonore était assise dans la bibliothèque, triant les affaires de Romain. Elle tomba sur une petite boîte en bois qu'il avait fabriquée lui-même. À l'intérieur, elle trouva une collection de petits objets, le premier dessin de Maëlle représentant leur famille, le caillou de leur demande en mariage, et une note pliée. Elle la déplia. C'était l'écriture de Romain. « Ma chère Éléonore, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Ne sois pas triste. Ma vie a vraiment commencé le jour où je t'ai vu danser avec notre fille. Tout ce qui a suivi a été un cadeau. Continue à danser. Continue à aimer. Je serai toujours là, dans le silence entre les notes. Je t'aime, pour toujours. Romain. » Les larmes coulèrent sur ses joues,
mais c'étaient des larmes de gratitude, pas seulement de tristesse. Il lui avait laissé le plus beau des cadeaux, la certitude de leur amour. La vie continua. Éléonore vendit le grand domaine, qui était trop grand et trop plein de souvenirs, et acheta une plus petite maison près de Maël et de sa famille. Elle remplit sa vie de jardinage, de lecture, et de son rôle le plus précieux, celui de grand-mère. Un soir, des années plus tard, Éléonore, maintenant une vieille femme aux cheveux blancs et au visage ridé par une vie bien vécue, était assise sur son porche, regardant Samuel, maintenant un jeune homme, montrer les constellations à sa propre petite-fille. La petite, nommée Sophie, pointa la lune. « Jolie, dit-elle. Samuel sourit. « Très jolie. Tu sais, ton arrière-grand-père adorait regarder les étoiles. Et ton arrière-grand-mère, eh bien, elle nous a appris à tous à danser. » Éléonore ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. L'histoire était complète. L'amour, comme la lumière des étoiles, voyageait à travers le temps, touchant des vies bien après que sa source se soit éteinte. Et elle savait, avec une certitude absolue, que leur danse silencieuse ne finirait jamais. Le cycle de la vie, avec sa beauté poignante et sa symétrie inévitable, continuait de se dérouler. Éléonore vécut une longue et paisible vie, voyant ses petits-enfants grandir et devenir des adultes compatissants et intelligents. Elle leur transmit les leçons qu'elle avait apprises. L'importance d'écouter, la force de la patience et la vérité que l'amour n'a pas besoin de mots pour être profond. Quand son heure vint, de nombreuses années plus tard, elle partit comme Romain, paisiblement dans son sommeil, entourée des photographies de sa famille bien-aimée. Maëlle, maintenant matriarche de la famille, continua de porter leur héritage. Elle devint une figure de proue dans son domaine, non seulement pour ses découvertes scientifiques, mais aussi comme défenseur de la neurodiversité dans les sciences. Elle créa une fondation au nom de ses parents, la Fondation Blake pour la compréhension silencieuse, qui finançait la recherche et soutenait les familles d'enfants ayant des besoins spéciaux, s'assurant que leur histoire personnelle ait un impact durable et positif sur le monde. Un jour, la jeune Sophie, la fille de Samuel, qui avait hérité de la curiosité de sa grand-mère et du cœur calme de son arrière-grand-mère, trouva la boule à neige dans une boîte de souvenirs. Elle l'apporta à Maëlle. « Grand-mère, raconte-moi encore l'histoire », demanda-t-elle. Maëlle prit sa petite fille sur ses genoux, secoua doucement la boule à neige et regarda la danseuse tourner dans sa tempête de paillettes. « Tout a commencé il y a très, très longtemps », commença-t-elle, sa voix douce et pleine d'amour. Dans une grande maison, il y avait une petite fille qui ne parlait pas, un père qui ne savait pas comment écouter, et une femme qui est arrivée et leur a appris le langage du cœur. Elle a tendu la main à la petite fille et lui a demandé « Danse avec moi ». Et cette simple question, cette simple danse, a tout changé. Alors qu'elle parlait, la scène se matérialisa, non pas dans la mémoire, mais dans l'essence même de leur héritage. Une salle de bal bondée. Un homme regardant depuis un escalier. Et au centre de tout cela, une femme et une enfant, tournant lentement, créant un îlot de paix au milieu du bruit. L'histoire n'était plus celle d'Éléonore, de Romain ou de Maëlle. C'était devenu une légende familiale, un mythe fondateur sur le pouvoir de la connexion, un rappel que les plus grandes transformations commencent souvent par le plus petit geste de gentillesse. La danseuse dans la boule à neige continuait de tourner, silencieuse et gracieuse, un symbole éternel d'un amour qui avait non seulement construit une famille, mais avait aussi enseigné au monde qu'il y a une beauté infinie à trouver, non pas dans le bruit, mais dans le silence partagé. La petite Sophie écoutait, les yeux grands ouverts, captivée non seulement par les mots de sa grand-mère, mais par l'émotion qui vibrait dans sa voix. Elle posa sa petite main sur le verre froid de la boule à neige, sentant la magie de l'histoire s'infiltrer en elle. Et puis, murmura-t-elle. Maëlle sourit. Et puis, ils ont appris qu'une famille n'est pas quelque chose que l'on a, mais quelque chose que l'on construit. Chaque jour. Avec de la patience. Avec de la gentillesse. Et surtout, en écoutant. Pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Elle regarda par la fenêtre, son regard se perdant dans le lointain. Ton arrière-grand-père, Romain, a appris à être un père. Ton arrière-grand-mère, Éléonore, a trouvé la famille qu'elle avait toujours cherchée. Et la petite fille. Eh bien, la petite fille a appris qu'elle n'était pas cassée. Elle a appris qu'elle avait sa propre façon de briller, et que c'était magnifique. Sophie serra la boule à neige contre sa poitrine. « Je veux apprendre à danser comme ça, » dit-elle. Maëlle la serra dans ses bras. « Tu sais déjà, » lui dit-elle. Chaque fois que tu es gentil avec quelqu'un qui se sent seul, chaque fois que tu prends le temps de vraiment regarder et écouter, chaque fois que tu partages un sourire sans avoir besoin de parler, tu danses. C'est ça, la danse silencieuse. Des années plus tard, Sophie, devenue une jeune femme, se retrouva à faire du bénévolat dans un centre communautaire. Elle y rencontra un petit garçon qui restait toujours dans son coin, ne parlant à personne,
alignant des blocs de bois en motifs complexes. Les autres enfants l'ignoraient, et les adultes essayaient de le faire participer à des jeux bruyants, sans succès. Sophie se souvint de l'histoire de sa grand-mère. Elle ne dit rien. Elle s'approcha simplement du garçon et s'assit par terre à côté de lui. Elle prit quelques blocs et commença à construire sa propre structure, en silence, à ses côtés. Au bout d'un long moment, le garçon leva les yeux de ses blocs et la regarda. Il ne sourit pas, mais il lui tendit un bloc rouge. C'était une invitation. Une connexion. Sophie le prit, le cœur battant, et l'ajouta à sa tour. À cet instant, la boucle était bouclée, mais elle ne s'était pas fermée. Elle s'était transformée en une spirale ascendante, chaque génération transmettant la leçon de la précédente, l'élargissant, la partageant. L'amour d'Éléonore et de Romain, né d'un moment de compréhension silencieuse, était devenu une force qui continuait de se propager dans le monde, un petit acte de gentillesse à la fois. La boule à neige était peut-être rangée dans une boîte, mais sa danseuse tournait encore, éternellement, dans les cœurs de tous ceux que leur histoire avait touchés. Le legs de leur famille n'était pas inscrit dans la pierre ou le bronze, mais dans les actions silencieuses qui se répercutaient à travers le temps. L'histoire de la danse silencieuse devint un fil conducteur, une sorte de code moral transmis de parents à enfants. Elle enseignait que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans sa capacité à se conformer, mais dans son unicité. Elle enseignait que la communication la plus profonde transcende les mots. Et elle enseignait que le plus grand pouvoir au monde est la capacité de voir une autre personne, vraiment la voir, et de lui offrir un espace sûr pour exister. La fondation créée par Maël prospéra, devenant un leader mondial dans la promotion d'approches éducatives et thérapeutiques centrées sur l'individu. Des écoles et des centres furent construits, portant le nom de Blake, des lieux où le silence n'était pas considéré comme un vide à combler, mais comme un espace de potentiel. Des générations d'enfants, comme Maël, y trouvèrent un endroit où ils pouvaient apprendre et grandir à leur propre rythme, célébrés pour qui ils étaient, et non pas jugés pour ce qu'ils n'étaient pas. La science elle-même fut influencée. Inspirée par l'histoire de sa famille, Sophie, la petite fille de Maël, ne devint pas astrophysicienne, mais neuroscientifique. Elle consacra sa carrière à l'étude du cerveau autiste, non pas comme un trouble à guérir, mais comme une variation fascinante du câblage humain. Ses recherches révolutionnaires aidèrent à démanteler des décennies de préjugés, prouvant scientifiquement ce que sa famille avait toujours su intuitivement, que différentes manières de percevoir le monde ne sont pas des déficits, mais simplement des différences, chacune avec ses propres forces et ses propres défis. Un jour, une journaliste écrivit un livre retraçant l'histoire de la famille Blake, depuis ce premier Noël jusqu'à l'impact mondial de leur fondation et des recherches de Sophie. Le livre devint un best-seller, touchant des millions de lecteurs. Le titre du livre était simple, « Danse avec moi ». L'histoire, autrefois confinée aux murs d'un domaine près de Lyon, appartenait maintenant au monde. Elle devint une parabole moderne sur l'amour, l'acceptation et le pouvoir transformateur de la connexion humaine. Et quelque part, dans une dimension au-delà du temps et de l'espace, on pouvait imaginer Romain et Éléonore, se tenant la main, regardant cette ondulation d'amour qu'ils avaient mise en mouvement. Ils n'avaient pas cherché à changer le monde. Ils avaient seulement cherché à construire un foyer sûr pour leur fille. Mais en faisant cela, en choisissant l'amour plutôt que la peur, et la compréhension plutôt que le jugement, ils avaient, en fait, changé le monde. Leur danse silencieuse, commencée par 2 personnes dans une salle de bal, était devenue la danse de l'humanité à son meilleur, une danse d'empathie et de grâce qui continuerait à tourner, pour toujours. Le dernier chapitre de cette saga familiale ne s'écrit pas avec des mots, mais se ressent dans l'air même des lieux qu'ils ont touchés. Le domaine, bien que vendu, fut transformé par ses nouveaux propriétaires en une retraite pour artistes et écrivains, un lieu de création silencieuse, comme si les murs eux-mêmes avaient conservé la paix que la famille Blake y avait cultivée. La bibliothèque, où tant de moments cruciaux s'étaient déroulés, resta intacte, un sanctuaire pour les résidents. Sur la cheminée, laissée là par une demande spéciale de Maël, reposait la boule à neige. Les nouveaux résidents ne connaissaient pas toute l'histoire, mais ils la sentaient. Ils secouaient la boule et regardaient la danseuse tourner, et ils se sentaient inspirés, apaisés. L'objet était devenu une muse silencieuse. Dans le monde universitaire, le « principe de Blake », un terme inventé d'après les recherches de Sophie, devint un concept fondamental en neurosciences et en psychologie. Il postulait que la meilleure approche pour toute forme de neurodivergence n'est pas l'intervention pour normaliser, mais l'adaptation de l'environnement pour permettre l'épanouissement. Des salles de classe, des lieux de travail et même des espaces publics commencèrent à être conçus selon ce principe, créant un monde plus calme, plus doux et plus accueillant pour tous. L'histoire se termina là où elle avait commencé, avec un acte de connexion simple et profond. Un jour, dans une école conçue selon le « principe de Blake », une enseignante vit une petite fille assise seule dans la cour de récréation, regardant un papillon sur une fleur, complètement absorbée,
tandis que les autres enfants couraient et criaient autour d'elle. L'enseignante, formée aux méthodes de la fondation, ne l'appela pas pour qu'elle rejoigne les autres. Elle s'approcha, s'assit tranquillement à côté d'elle et regarda le papillon avec le même émerveillement silencieux. Après un moment, la petite fille se tourna vers elle, un rare et magnifique sourire illuminant son visage. Elle ne dit rien, mais elle prit la main de l'enseignante. La danse continua. L'héritage n'était plus une histoire, mais une pratique, une façon d'être dans le monde. C'était la preuve durable que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas une grande déclaration, mais une série de petits moments silencieux où une âme en reconnaît une autre. La musique s'était peut-être tue depuis longtemps, mais la danse, elle, était éternelle. La résonance de leur histoire s'étendit de manière inattendue, touchant même le domaine des arts. Un jeune réalisateur, profondément ému après avoir lu le livre « Danse avec moi », décida d'en faire un film. Mais il savait qu'un film traditionnel, avec ses dialogues et sa musique dramatique, trahirait l'esprit de l'histoire. Il prit une décision audacieuse. Le film serait presque entièrement silencieux. Il utiliserait le langage visuel, les expressions subtiles, la lumière et le mouvement pour raconter l'histoire. Le rôle de la musique serait minimal, composé de mélodies simples au piano, rappelant les fredonnements d'Éléonore. Le film fut un pari risqué, mais il connut un succès critique retentissant. Les spectateurs sortaient des salles de cinéma non pas en discutant bruyamment, mais dans un état de contemplation silencieuse. Le film leur avait appris à regarder et à ressentir différemment. Il avait capturé l'essence de la danse silencieuse. Lors de la cérémonie des Oscars, le film remporta le prix du meilleur film. Dans son discours d'acceptation, le réalisateur ne remercia pas les stars ou les producteurs, mais il raconta l'histoire de la vraie famille Blake. « Ce prix n'est pas pour nous », dit-il en tenant la statuette dorée. Il est pour chaque parent qui a appris à écouter, pour chaque enfant qui a trouvé sa propre voix dans le silence, et pour une femme nommée Éléonore qui, une nuit, a tendu la main et a posé la question la plus courageuse et la plus aimante qui soit. « Danse avec moi ». Puissions-nous tous avoir le courage de poser cette question, sous une forme ou une autre, à ceux qui se sentent seuls dans la foule. La boucle était bouclée de la manière la plus publique qui soit. L'intimité d'un moment familial était devenue un message universel d'espoir et de connexion. L'histoire, née dans le silence, résonnait maintenant dans le monde entier, non pas comme un cri, mais comme un murmure persistant, rappelant à tous que les plus grandes histoires d'amour sont celles qui sont vécues, ressenties et partagées, bien au-delà du besoin de mots. L'impact de l'histoire se manifesta dans les plus petits recoins de la société. Des groupes de soutien pour parents d'enfants neurodivergents commencèrent à organiser des danses silencieuses, des rassemblements où les familles pouvaient se retrouver dans un environnement calme et non jugeant, où les enfants pouvaient être eux-mêmes sans pression et où les parents pouvaient se connecter par des regards de compréhension mutuelle. Ces événements devinrent des sanctuaires de communauté et d'acceptation. Des programmes de formation pour les professionnels de la santé et de l'éducation intégrèrent l'histoire de la famille Blake comme une étude de cas, enseignant l'empathie et la communication non verbale comme des compétences aussi cruciales que les diagnostics cliniques. Le changement fut lent, générationnel, mais il était réel. Le monde devenait, petit à petit, un endroit un peu moins bruyant, un peu plus attentif. Finalement, il ne restait plus que les histoires. Les personnes réelles étaient parties, leur vie achevée. Mais leur essence demeurait, infusée dans la culture, dans la science, dans l'art et dans le cœur de millions de gens. L'histoire d'Éléonore, Romain et Maël n'était plus un récit sur une famille, mais une fable sur l'humanité elle-même. C'était l'histoire de la façon dont nous apprenons à nous aimer les uns les autres, non pas malgré nos différences, mais grâce à elles. C'était l'histoire de la façon dont le silence peut être plus éloquent que n'importe quel discours. Et c'était l'histoire de la façon dont une simple danse, un moment de pure connexion dans une salle bondée, peut contenir assez d'amour pour changer le monde et résonner pour l'éternité. La danseuse dans la boule à neige, figée dans son mouvement gracieux, était le témoin silencieux de tout cela, un rappel que même dans l'immobilité, la danse de l'amour ne s'arrête jamais. L'ultime héritage, peut-être le plus profond, fut celui qui ne pouvait être ni mesuré ni quantifié. Il résidait dans l'innombrable quantité de moments privés et invisibles que leur histoire avait inspirés. Un père qui, au lieu de crier sur son fils en pleine crise dans un supermarché, s'agenouillait et le serrait dans ses bras. Une enseignante qui créait un coin tranquille dans sa classe pour un élève qui avait besoin de s'échapper du bruit. Un ami qui apprenait à s'asseoir en silence avec quelqu'un en deuil, offrant sa présence plutôt que des platitudes vides. Chacun de ces moments était une note dans la symphonie silencieuse que la famille Blake avait commencée. C'était une révolution tranquille, une rébellion contre un monde qui valorise souvent la performance plutôt que la présence, le bruit plutôt que la substance. L'histoire se termina comme elle se devait, non pas par une fin, mais par une continuation infinie. Elle vivait dans chaque acte de compassion qui choisissait l'écoute plutôt que la parole,
dans chaque relation qui trouvait sa force dans la compréhension mutuelle, et dans chaque cœur qui apprenait que pour vraiment se connecter à un autre, il faut parfois simplement avoir le courage de tendre la main et de murmurer, avec ou sans mots, « Danse avec moi ». Le silence qui suivit n'était pas un vide, mais une réponse, remplie de tout l'amour et de toutes les possibilités de l'univers.